à l'État, à la puissance publique, à une banque indépendante. Et c'est bien qu'elle soit indépendante. Ok, c'est vrai que l'État élu, le Parlement, un ministre, c'est vrai qu'il va avoir tendance, pour des raisons électoralistes, pour des raisons clientélistes, il va avoir tendance à abuser, à créer trop d'argent. C'est vrai. Et c'est vrai qu'une banque indépendante va peut-être limiter ça. Donc, ok, rendons la création monétaire à la Banque centrale européenne, mais rendons-lui que ce soit plus les banques privées. En France, ça représente 80 milliards par an. 80 milliards par an, il faut se rendre compte, 40 milliards, 42 milliards pour l'État. L'État doit rembourser 42 milliards juste d'intérêts par an. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à rembourser, le capital, on rembourse plus les intérêts. Et c'est dingue. C'est dingue. Et quel intérêt général? Il y a peut-être un intérêt général à ça. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Moi, je voudrais juste qu'on en parle, qu'il y ait un débat, mais on n'en parle même pas. Et bien moi, je crois, je vais vous dire, l'intuition que j'ai, c'est que c'est le cœur nucléaire des institutions européennes. C'est-à-dire que cet article 104, qui devient article 123, c'est la raison pour laquelle, c'est ce qui permet notre impuissance. L'impuissance politique des humains, là, elle est rendue possible par l'impuissance monétaire, par le sabordage monétaire. Alors je ne sais pas comment nos élus je ne sais pas comment les banquiers ont fait pour convaincre nos élus. Je ne suis pas sûr du tout que les élus, je suis même presque certain que les élus l'ont fait sans s'en rendre compte, sans se rendre compte que c'était si important. Je suis sûr que... non, je ne pense pas que les élus l'aient fait volontairement, pas du tout. Non, je pense qu'ils se sont fait enfumer, et puis je pense qu'ils ont des comptes à rendre aussi. C'est-à-dire qu'ils sont très très sous influence. Et c'est le deuxième auteur dont je voudrais vous parler, à part Maurice Allais. Il y a un deuxième auteur que je suis en train de découvrir, mais qui est immense, immense. C'est un petit bout de bonne femme, mais c'est une femme courageuse, mais c'est incroyable c'est important ce qu'elle nous dit. Elle s'appelle Annie Lacroix. Alors elle est communiste, c'est quelqu'un de gauche. Et c'est quelqu'un qui travaille dans les archives. Et figurez-vous que les archives sont protégées pendant 60 ans, puis aux 60 ans, elles sont libérées. Et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir depuis 10 ans? Et ça fait 10 ans qu'elle bosse dedans. On est en train de découvrir les archives des années 30. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans les archives des années 30? Alors, il elle a écrit des bouquins, c'est des gros bouquins. Mais sur vous trouverez facilement des vidéos où, en fait, en 1 heure, elle fait le tour de la question. Et alors, une fois que vous avez vu la vidéo, vous savez que c'est un live, donc je le dise. Qu'est-ce qu'elle dit? Annie Lacroix? Elle dit ce que je trouve dans les carnets de police, ce que je trouve dans les correspondances interceptées et qui sont dans les archives et qui n'ont pas été détruites. Ce que je trouve, c'est la preuve, les preuves, les milliers de preuves, il y a plus de 3000 notes dans son bouquin, les milliers de preuves que le fascisme, Mussolini, Hitler, n'a pas été accepté par les pouvoirs français. Les preuves que le fascisme, le parti nazi, Hitler, a été voulu, a été grandi par la Banque de France, grandi par Ford. Vous savez que Ford a financé à coups de millions de dollars le parti nazi. Vous savez que la Banque de France a financé la reconstruction de l'Allemagne. Vous savez que, en fait, Hitler a été poussé par nos banquiers, nos industriels, par François de Wendel, le patron, ça s'appelle le président du comité des forges, qui est en même temps le gouverneur de la Banque de France. Le même bonhomme qui était le chef des industriels et le plus grand banquier. En fait, ce que Annie Lacroix explique, c'est que aucun ministre des Finances n'entrait en fonction sans avoir été promettre à la Banque de France, au gouverneur de la Banque de France, qu'il tiendrait les salaires. Ce que Annie Lacroix explique, c'est que l'obsession des banquiers, c'est nos salaires. Au point qu'ils détestent en toute priorité la République. La République, parce que la République, c'est des institutions qui permettent aux salariés de défendre leur salaire. Et que les banquiers détestent la République au point de fabriquer des tyrans, de fabriquer des guerres, de déclencher les guerres et de déclencher la défaite. D'où le titre de son bouquin, Le choix de la défaite, prouvé par des milliers d'archives. Alors en face, qu'est-ce qu'on a? Ouais, encore la théorie du complot. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? La théorie du complot, c'est pas une théorie, c'est des faits prouvés. Excusez-moi de dire des complots. Ce que fait Annie Lacroix, c'est dire des complots, il y en a partout, tout le temps, ok, mais il y en a plein qui échouent, et il y en a certains qui marchent, et là on en a un énorme, inconsidérable. Mais moi quand je lis ça, mais ça éclaire d'une lumière aveuglante l'actualité. C'est les mêmes rouages aujourd'hui. À l'époque, la défaite en 40, la fin de la République, c'était fait pour nous empêcher de nous battre pour nos salaires. Les banquiers ont horreur que les salaires augmentent, parce que quand les salaires augmentent, c'est les profits qui diminuent, et puis l'inflation, c'est la diminution de la valeur de leur capital. Enfin, c'est d'un égoïsme et d'un cynisme, c'est éhonté.
Alors, les institutions européennes, de ce point de vue, elles sont un objet banquier. Et c'est pas pour rien que ces monnaies qui leur servent de prêtre, d'espèces d'icônes. Et quand on lit le bouquin de Chevènement, La faute de Monsieur Bonnet, où on s'aperçoit que c'était un banquier américain en fait, un banquier français, un banquier américain, quelqu'un qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et qui détestait les souverainetés populaires, qui voulait que meurent les républiques, les démocraties, qui voulait autre chose. Alors il disait que c'était contre la guerre. Mais moi, quand je vois que c'était un banquier, je ne crois plus ça, je ne crois plus. Si on a perdu nos institutions, si nos institutions sont aussi malhonnêtes, si elles sont aussi peu protectrices des abus de pouvoir, si on est aussi impuissant, si on peut tellement rien faire dans nos institutions, je crois que c'est vraiment à cause de ceux qui les écrivent. Je pense que ce qui compte vraiment, je l'ai dit, je le répète, c'est pas qu'ils votent les constitutions, parce que ça on se fait tous enfumer avec une force. C'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est qui les écrit. Et c'est à nous d'écrire les institutions. C'est à nous, c'est à n'importe qui, sauf les parlementaires, les ministres, les juges et les hommes de parti. Les hommes de parti valeureux devraient dire, moi je suis d'un parti, et parce que je suis d'un parti, c'est pas à moi d'écrire les constitutions. Si, comme Robespierre l'avait dit dans un très beau discours, il avait dit, vous savez, il avait convaincu les députés de dire, les députés constituants, de dire, bon ben nous on est inéligibles dans les institutions qu'on va écrire. Et c'était beau ça, et je trouve que les hommes politiques aujourd'hui se grandiraient, les hommes de parti se grandiraient à dire, on va désigner d'autres citoyens pour écrire la Constitution, parce que pour les institutions on est jugé parti, on écrit direct pour nous-mêmes. Il me semble qu'ils devraient le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on peut se bagarrer? Raoul a parlé dans son dernier papier, il a parlé de monter à Paris le 4 février, où le Parlement va se réunir en congrès et décider, lui, de nous marcher sur la tête. Nous qui venons de dire non, ils vont nous marcher sur la tête en nous imposant par voie parlementaire ce qu'on vient de refuser par référendum. Giscard le dit lui-même, un article du 26 octobre, si vous l'avez pas vu, un article dans lequel Giscard, qui n'est pas un anarchiste et puis qui connaît un peu le sujet de la Constitution, il dit dans cette Constitution, c'est super, il y a tout ce à quoi on comptait, il le dit sur 2 pages, je veux dire, et dans sa bouche, ça a plus de force que dans la mienne. Donc je veux dire, cet article de Giscard, déjà il devrait nous mettre les 15 ou 16 millions de nonistes, il devrait nous mettre dans la rue. Donc c'est vrai que pour le Congrès, il faudrait qu'on monte à Paris, qu'on soit nombreux, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Mais il y a une autre initiative qui me semble vraiment porteuse d'espoir et très bien argumentée. On en parlera peut-être dans le débat, c'est l'initiative du site 29mai.eu. C'est très bien argumenté juridiquement. Qu'est-ce qu'il dit, ce jeune doctorant en droit qui attaque l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme? Il dit le pouvoir législatif, notre corps législatif n'est plus élu. Notre corps législatif, pour l'essentiel, n'est plus élu. Et au niveau constituant, c'est vrai, puisque c'est une conférence intergouvernementale qui écrit les traités aujourd'hui, qui écrit ce que je disais être une constitution de fait, c'est écrit par un organe non élu, conférence intergouvernementale, c'est non élu, et les parlements sont réduits à la portion qu'on peut. Ils n'ont ni le pouvoir d'initiative en matière constituante, ni le pouvoir d'amendement, ils ont juste le pouvoir de dire oui ou non, c'est-à-dire que effectivement ce pouvoir des élus est réduit à presque rien. Et au niveau législatif, on en a déjà parlé tout à l'heure, au niveau législatif, les élus ne sont qu'une petite partie du processus législatif, et il y a même toute une série de domaines des lois sans parlement dont je vous parlais, dans lesquels les élus ne comptent plus pour rien, et les non-élus font la loi tout seuls. Donc c'est vrai, ça se tient. Il y a un article de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit les hautes parties contractantes s'engagent à garantir à leurs citoyens des élections libres pour la désignation de leur corps législatif. Or, de ce point de vue, il y a un droit de l'homme, c'est vrai, de désigner, et puis on peut retrouver d'autres articles dans la Déclaration des droits de l'homme qui défendent l'élection. Ces droits sont bafoués, et bafoués par nos propres représentants, parce qu'ils s'autonomisent, c'est une vieille tendance, et on n'en sortira pas en attendant d'eux la solution. Jamais les représentants décriront le référendum d'initiative populaire, ils nous l'écrivent, ils nous le promettent depuis des décennies, ils ne le feront jamais parce que ça va contre leur intérêt personnel. Tant que c'est eux qui écriront les constitutions, jamais ils donneront le référendum d'initiative populaire et des institutions vraiment démocratiques. Donc écrivez des institutions, écrivez des articles de constitution. Imaginez, si vous aviez le pouvoir
Imaginez que vous l'avez pendant 10 minutes. Vous allez voir, c'est très intéressant. Tout de suite, vous vous dites, oh, quand vous êtes en train de réfléchir en disant, qu'est-ce que je changerais si j'avais le pouvoir? Mais dépêche-toi parce que dans 10 minutes, tu l'as plus. Vous allez voir, il faut y penser, et vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, vous avez envie que ça continue. Vous allez comprendre au jeu parce que c'est intéressant pour les humains de s'occuper au plus haut niveau de ce qui peut nous protéger des abus de pouvoir.